Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver comme chaque vendredi pour votre programme Face à l'actu. Face à l'actu, nouvelle formule qui nous entraîne aujourd'hui dans les travées d'une personnalité de premier plan, personnalité politique en l'occurrence, personnalité issue du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Il est élu local aussi. Nous ne trahissons pas de secret en précisant que nous recevons aujourd'hui Jean-Baptiste Atemengue. Il est maire de la commune de Ngoumou. Bonsoir, monsieur le maire, bienvenue. Bonsoir et merci de m'avoir invité ici. C'est avec plaisir que je retrouve ce studio aussi chaleureux qu'il a l'habitude de l'être. Vous préciserez aussi que New Look aussi, les nouveaux studios Info TV. Exactement. C'est plus convivial dans un salon. Alors, monsieur le maire, durant ces presque 1h30 d'émission, nous allons revenir sur l'actualité. Mais l'actualité majeure qui va nous interpeller ce soir, ce sont les premières leçons que la classe politique camerounaise tire de la visite, la récente en terre camerounaise du président français Emmanuel Macron. On a eu écho de moult réactions. Avec vous, vous êtes homme politique, je l'ai précisé, du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, je l'ai aussi précisé. Nous allons revenir justement sur les premiers enseignements de cette visite, mais nous reviendrons et nous débuterons, si vous le permettez, monsieur le maire, en introduction de ce plateau, avec l'actualité du jour, bien évidemment. Celle-là nous ramène vers des travées judiciaires avec la libération du docteur Basile Atanganakuna, qui est survenu aux encablures de 16h, 16h13 pour être précise, que sa libération a été prononcée au niveau du tribunal criminel spécial. Nous allons revenir dans le déroulé de ce programme et nous prendrons à chaud les réactions qui sont les vôtres. Ce programme vous convient? Sans souci. Alors, monsieur le maire, nous allons, avec le concours de notre réalisation, bien évidemment, prendre quelques images comme ça, que nous reviendrons commenter plus tard si c'est quali. Ok, la réalisation nous fait signe qu'on va attendre quelques instants. Mais, monsieur le maire, vous avez appris, comme beaucoup de citoyens, que justement, le docteur Basile Atanganakuna a été libre et qu'il avait été relâché comme ça par le tribunal criminel spécial après restitution, bien évidemment, du corps du délit. Première réaction. C'est une réaction de joie pour le maire de Ngoumou que je suis. Les aspects judiciaires, on ne les maîtrise pas toujours. Je ne suis ni avocat ni un grand juriste, donc, mais en tant qu'élite et né grand frère de Ngoumou, moi je n'avais rien à lui reprocher. Au contraire, c'est quelqu'un qui nous a beaucoup apporté dans la commune de Ngoumou. Donc, en tant qu'aîné, il nous a permis d'abord de démocratiser la vie politique en Ngoumou lorsqu'il est devenu chef de la délégation départementale. Je pourrais dire que c'est grâce à lui qu'il y a eu une évolution plutôt démocratique et de rajeunissement de la vie politique en Ngoumou. Malheureusement, il a eu quelques difficultés avec la justice et nous sommes contents pour lui et pour sa famille proche parce que j'imagine c'est pas le soulagement de la famille proche. Et c'est pas facile, donc nous sommes très contents pour lui-même et pour ses proches qui l'ont soutenu, supporté quotidiennement dans ses difficultés et nous l'accueillerons en Ngoumou avec les bras ouverts avec beaucoup de joie et d'espoir qu'il retrouve sa place au sein de la famille politique, au sein de sa famille nucléaire et que, comme on le sait, la vie a des hauts et des bas et que ça remonte progressivement pour qu'il retrouve le haut. Alors, monsieur le maire, juste pour dire un mot et continuer à dire un mot sur cette libération annoncée, beaucoup s'interrogent sur le temps mis, sur les nombreux cas que le TCS, tribunal criminel spécial, a eu à gérer et beaucoup subodorent quelques, comment est-ce qu'on va dire ça, une espèce de 2 poids 2 mesures dans cette libération. Qu'est-ce que vous pouvez dire, vous, à ce niveau? Je rappelle que avant le docteur Basile Atanganakuna, il y a eu Madame Aman
Adama, qui a eu à bénéficier des mêmes faveurs prévues par la loi. Et après, nous l'avons précisé, restitution du corps du délit. Aujourd'hui, c'est le docteur Basila Tanakuna qui bénéficie de ces faveurs-là. Est-ce que pour vous, c'est un signe d'indépendance de la justice camerounaise qui s'exprime aujourd'hui? Et je crois qu'il faut faire confiance à la justice. Il faut être républicain. Si c'est l'objectif que nous souhaitons tous, d'être libres, parce qu'il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de démocratie sans un état de droit. Et donc, nous devons tous concourir à l'émergence de cet état de droit qui garantit une irréversibilité de la démocratie, de la République. Et les valeurs républicaines voudraient qu'on ne critique pas autant que ça les décisions de justice. La justice, elle rend de façon indépendante ces décisions et le chef de l'État en est le garant. Oui. Le chef de l'État est garant de l'indépendance de la justice. C'est pour ça que certaines de ces interventions sont parfois mal interprétées, à mon humble avis, parce que si... Beaucoup évoquent une inféodation du politique sur le système judiciaire. Le chef de l'État est le garant de l'indépendance de la justice. Vous n'imaginez pas, il faut prendre du recul, le contexte d'expression du pouvoir judiciaire au Cameroun. On le voit tous les jours. Dès que vous avez un souci, coupable ou pas coupable, suspect ou pas, ou flagrant délit, on se connaît tous. Les juges vivent dans notre société, les ministres, les autres autorités vivent dans notre société. Et chaque matin, moi, depuis que je suis maire, le nombre de fois que mes populations m'ont interpellé, tel est au parquet, tel a été déféré, tel est sous mandat de dépôt, est-ce que vous pouvez appeler monsieur le procureur de la République, est-ce que vous pouvez appeler tel juge qui s'occupe de ce problème, vraiment nous sommes là, c'est difficile. Tous les jours je trouve des gens devant mon bureau pour ce genre de soucis, oui, dans une petite localité où des juges doivent travailler en toute indépendance. Et vous imaginez donc le nombre de tentatives d'intervention, de sollicitation en ville. Et les juges ne se limitent pas qu'à ces interventions, j'allais dire désintéressées, entre guillemets, mais il y a des affaires de gros sous. Il y a la pression de l'argent dans notre société et c'est très difficile pour les juges qui travaillent déjà dans des conditions matérielles très difficiles. Parce que le budget de la justice... Là, on parle du tribunal criminel spécial, c'est une juridiction d'exception. Cela veut dire que pour être juge là-bas, ça doit être le couronnement d'une carrière pour un magistrat. Je peux vous dire que vous ne connaissez pas le salaire d'un magistrat au Cameroun. Il n'est pas le moins loti quand même. Il n'est pas le moins loti, mais il n'est pas millionnaire. Un magistrat, je ne sais pas, sauf s'il a des plantations. Donc, c'est dans ces conditions sociales que nos magistrats travaillent. Et ce n'est pas facile. Et quand j'ai eu des membres de la famille qui ont eu des soucis avec la justice, personne n'est à l'abri de ces situations. Qu'on soit honnête ou pas honnête, quand on est même honnête, on peut être victime. Donc, et le juge, face à toutes ces pressions, oui, doit travailler en toute indépendance. Et il n'y a pas mieux que le chef de l'État pour garantir et protéger cette indépendance des juges. Il peut avoir 1000 interventions en bas, au milieu, même à côté du chef de l'État, mais lui doit être au-dessus de tout. Il doit garantir l'indépendance des juges face à ces pressions sociales. Oui. Le juge français ne travaille pas dans les mêmes conditions que le juge camerounais. C'est pas une excuse facile, monsieur le maire. Ce n'est pas une excuse facile, mais c'est pour vous dire que les interventions du chef de l'État pour garantir l'indépendance des juges sont nécessaires au Cameroun. Oui. Voilà, parce que très souvent, vous avez parlé de 2 poids, 2 mesures. Elles sont nécessaires, ces interventions. Et
je parlais des conditions matérielles. Oui. Les dossiers auxquels font face les juges aujourd'hui, parce que la pénalisation de certains dossiers est récente. Même en Europe, ça ne fait pas 50 ans, même pas 30 ans, qu'un ministre en France doit faire face à la justice. La pénalisation de la vie sociale a été faite initialement dans les pays occidentaux pour les faibles, ce n'était pas pour les hommes de pouvoir. Oui. Ce sont les hommes de pouvoir qui ont institué le code pénal pour civiliser la société, dire au bas peuple ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils ne peuvent pas faire. Et même dans ces pays, c'est récemment que les juges doivent, en toute liberté, en toute indépendance, s'occuper des dossiers des hommes de pouvoir. Et nous, ici, nous sommes peut-être allés même trop vite, parce que l'institutionnalisation de l'État est récente. Nous sommes dans un État. C'est dans ce contexte que nos juges doivent s'occuper de ces dossiers. Alors, assez délicat. Il est reconnu véritablement qu'au niveau du tribunal criminel spécial, les dossiers sont délicats. Il est reconnu, c'est une évidence. Mais il est reconnu aussi qu'en tant que juridiction d'exception, elle bénéficie de certains accompagnements qu'il n'y a pas dans les autres juridictions. Alors, moi, je vous interrogeais, monsieur le maire. Sur le deux poids deux mesures. Oui, sur le deux poids deux mesures qui semble s'exprimer aujourd'hui dans l'opinion. Faut laisser la justice faire son travail. Beaucoup ont estimé qu'il y a des personnes aussi, dans ce cas, qui peut-être sont à l'attente de jugement et qui n'ont jamais eu les faveurs, entre guillemets, de cette juridiction d'exception. On peut avoir cette impression. Il y en a beaucoup que je connais. J'ai aussi cette impression, mais je ne peux pas faire le travail du juge. Il faut faire attention. Il y a des gens qui sont incarcérés, qu'on peut connaître de près ou de loin, et se poser la question, est-ce que tel vraiment... Bon, pour d'autres, on peut, par leur récit extérieur des richesses ou leur façon de faire, on peut se poser des questions. Mais en tout état de cause, il faut laisser la justice faire son travail. Il est nécessaire de sacraliser l'argent de l'État au Cameroun. Oui. Ça, c'est nécessaire. C'est nécessaire. Le degré d'appropriation de la notion d'intérêt général est encore très faible au Cameroun. Et je crois que ce qu'on appelle l'opération Épervier, pour avoir été un jeune militant favorable à cette répression, je n'ai pas changé. Enfin, vous allez le préciser. Oui, je le précise parce que j'ai publié un livre en 2001 où je crois que j'étais le premier au sein du RDPC a dit clairement que nous allions droit au mur et qu'il fallait faire quelque chose. Et où j'attirais, pratiquement je rendais responsable celui qui nommait ce que nous voyons faire, parfois ces dégâts. Mais c'est à la justice de trier. Oui. De trier. Mais la sacralisation de l'argent de l'État est nécessaire. Pourquoi? Parce que si on commence à dire au nom des juges, à la place des juges, qu'il y a deux poids deux mesures, discréditer la justice, on ne rend pas service au Cameroun. On ne rend pas service au Camerounais, mais moi je vous poserai la question de savoir si justement cette justice-là, elle a les mains libres pour pleinement exercer les prérogatives qui sont les siennes. Dès lors qu'il y a des possibilités de recours, il y a le droit de défense, la justice camerounaise, je le dis, travaille dans des conditions matérielles très difficiles. Très difficiles. Je vois, on parle des hôpitaux, mais les tribunaux sont les équivalents des hôpitaux, mais il faut voir dans quelles conditions les juges travaillent. Moi, je suis maire de Ngoumou, je vois ce qu'il faut au fils de tribunal en Ngoumou. Et je vois dans quelles conditions les juges travaillent, les justiciables sont reçus. C'est des conditions matérielles très très difficiles. Vous me direz, entre les hôpitaux, les écoles, les routes, les infrastructures et la justice, bon, il faut toujours arbitrer, mais d'où parfois les lenteurs. Oui. Ce qui justifie les lenteurs dans les procédures. Je suis entré 2 ou 3 fois dans des bureaux de juges, j'ai vu le tas de dossiers, je me suis dit, dans ces conditions, c'est normal qu'on se plaigne.
Mais mais il faut les encourager, il faut les soutenir. Quand il y a une issue heureuse, comme c'est le cas aujourd'hui, qui nous touche, moi, maire de Ngoumou, parce que c'est un citoyen de Ngoumou, on peut être heureux, on doit être heureux. Quand ça traîne, il faut être patient, il faut soutenir la justice. Ce n'est pas une raison pour la dénigrer. Merci, monsieur le maire Jean-Baptiste Atemengue de la commune de Ngoumou d'avoir donné votre avis en pause actu certainement sur cette nouvelle qui a été certainement la nouvelle phare de la soirée intercamerounaise, la libération du docteur Atangana-Kouna qui est sorti de prison aujourd'hui et qui va retrouver les siens. Certainement, c'est déjà fait. Monsieur le maire, on va prendre juste une légère respiration avant de revenir tout de suite en plateau pour parler justement de cette visite du président Macron et des premières leçons qu'elle enseigne peut-être à la classe politique camerounaise. À tout de suite. Retour sur le plateau de Face à l'actu. Nous sommes en compagnie de Jean-Baptiste Atemengue. Je l'ai précisé, il est maire de la commune de Ngoumou. C'est dans la région du centre, monsieur le maire. À 43 km exactement de Yaoundé. Comment se porte les gamins? Elle se porte bien, vous voyez mon état de fatigue. Je sors d'un conseil municipal, d'une session qui s'est tenue hier pour l'adoption du compte administratif de l'ordonnateur que je suis, oui, et du compte de gestion du receveur, du comptable et du compte matière. Donc, c'est toujours un effort supplémentaire de préparer ces sessions avec l'ensemble du personnel et des conseillers municipaux. Ça nous prend 2 semaines. Sans trop d'éclat de voix? C'est l'organe délibérant. Mais quand on est élu du peuple, en Ngoumou, nous avons la chance d'avoir un très beau conseil municipal, équilibré, avec des conseillers, comment on peut dire, du village, donc, qui vivent avec les populations le jour, et des élites, des profils professionnels diversifiés, beaucoup d'intellectuels. J'ai le privilège de travailler avec ce conseil municipal et donc les débats sont très 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 enrichissants. Et ça a été le cas hier. Je crois que c'est à ça que doit servir un organe délibérant. Le maire que je suis ainsi que mes adjoints, nous ne sommes là que pour appliquer ce que collectivement le conseil a décidé. Et nous avions entre haute délibération non seulement les comptes, oui, mais surtout une délibération portant adoption du document de planification urbaine, le plan d'occupation des sols, qui est pour toute commune vraiment l'outil essentiel, l'outil nécessaire, peut-être pas suffisante, mais nécessaire pour mettre de l'ordre dans une commune planifiée, comme on l'a fait d'ici 2037, l'urbanisation avec les règles qui accompagnent toute urbanisation pour éviter le désordre urbain. Et donc, je crois que je suis très content qu'on l'ait adopté hier. Vous êtes content, monsieur le maire. Alors, je précise pour ceux qui nous regardent et qui peut-être ne seraient pas informés, vous êtes à votre première expérience à la tête d'un conseil communal. Exactement. C'est facile d'être maire au Cameroun aujourd'hui? On apprend, et avec l'accompagnement de mes 25 conseillers, oui, on apprend. C'est pour ça que le fait que j'ai un conseil aussi diversifié, aussi riche, en hommes d'expérience, des intellectuels, je crois que le conseil municipal de Ngoumou, je parie qu'il est l'un des plus beaux du centre et peut-être du Cameroun. J'ai des cadres, plus d'une dizaine de directeurs d'administration centrale et assimilés qui sont membres de mon conseil. J'ai des représentants du village, des secteurs qui connaissent très bien le terrain. Donc, c'est un conseil municipal assez riche et en fait, il m'accompagne et m'aide beaucoup dans le travail. Je suis un maire très libéral.
Et c'est cet esprit que c'est avec cet esprit que nous travaillons, c'est-à-dire que je laisse chacun de nous s'exprimer, on délibère, on décide à la majorité, à l'unanimité, ou on rejette. Bon, c'est à ça que doit servir un organe délibérant. Merci, monsieur le maire, pour cette virgule qui nous a amenés à 49 km de Yaoundé, du côté de Ngoumou. Nous allons revenir en cité capitale là pour parler d'un hôte important qui a été en visite à Yaoundé, le président français Emmanuel Macron, initialement prévu du 25 au 27. Finalement, la visite aurait été moins longue que prévu, 25 au 26, il est reparti. Alors, revenons à ce qui peut être considéré comme essentiel. Comment est-ce que vous, en tant que leader d'opinion et personnalité politique, vous avez accueilli l'annonce de cette visite en terre camerounaise du président français? Bon, c'est d'abord un honneur qu'il nous rende cette visite sur l'invitation du président, de notre chef de l'État. Oui. Est-ce qu'il pouvait faire autrement? Je crois qu'il était temps. Le président Paul Biya en Afrique, il est quand même tout un symbole actuellement. C'est l'un des plus anciens, des plus expérimentés en Afrique centrale ou même au niveau de tout le continent. Donc, et nous avons des relations assez complexes mais profondes avec la France. Donc, un chef de l'État français, dans le contexte mondial actuel, je crois qu'il gagne à discuter en tête à tête avec le président Paul Biya. Vous dites tout comme le Cameroun, représenté par notre chef de l'État, gagne à discuter dans ce contexte-là avec la France, qui est une grande puissance. Pas une super puissance peut-être, mais ça demeure une grande puissance qui nous a beaucoup accompagnés tout au long de l'histoire, parfois dans des moments difficiles. Et nous avons aussi, nous, intérêt à discuter avec lui via notre chef d'État. Vous dites qu'il était temps. Je précise que le président français Emmanuel Macron a fait son premier mandat. Il n'a jamais daigné mettre les pieds en terre camerounaise. Pourquoi il était temps aujourd'hui? Justement parce que s'il a fait le premier mandat sans mettre pied ici, je vous ai dit, au-delà du rôle du Cameroun dans la sous-région, rôle socio-économique, le président Paul Biya est vraiment tout un symbole. C'est le monument actuel. Oui. Et moi, à la place du président Macron, il est talentueux, il est jeune, il est un homme politique pertinent. Mais j'ai suivi déjà des rencontres précédentes entre son mentor, celui qui a mené le président Hollande, émerveillé. Et lors de sa rencontre avec le président Paul Biya. C'est l'impression que vous avez eue, que le président Hollande était émerveillé de rencontrer le président Biya? C'est pas qu'une impression, c'est une certitude. Vous l'avez dit? Pas lui, je ne cause pas avec lui, mais j'ai quand même eu des retours de certains de ses collaborateurs ou proches, mais qui étaient surpris parce que cette génération d'hommes d'État en France a des préjugés. Oui. Ils n'ont pas grandi, n'ont pas côtoyé des hommes d'État comme notre président. Donc, ils le découvrent. Et je peux vous dire que à l'époque, moi j'ai côtoyé la première visite, la première rencontre après l'élection du président François Hollande. Le président Paul Biya a effectué une visite à l'époque qu'on avait qualifiée de visite du travail, de visite de travail. Oui. C'était ni une visite d'État, ni une visite officielle. Ni une visite officielle, mais une visite de travail. Mais à l'issue de cette visite de travail, qui était essentiellement économique, avec des rencontres au MEDEF,
je travaillais à l'époque dans le cadre d'une assistance technique d'une grande entreprise française ici, pour la Poste française. Donc, j'avais assisté de très près à cette visite de travail dans le cadre de mes activités professionnelles. Et je peux vous dire que la plupart des jeunes technocrates qui entouraient, y compris le président Macron, qui était secrétaire général adjoint à l'époque, oui, de l'Élysée, à l'Élysée, étaient très agréablement surpris. Et je peux vous dire que certains, dont une collaboratrice, nous a dit en off que c'est la première fois qu'il rencontrait un Africain aussi cultivé. Aussi cultivé. Voilà. Donc, je pense que tout dirigeant africain, et même nous, Camerounais, nous sommes dans nos débats politiques quotidiens, nous sommes à côté, nous avons un trésor à côté de nous. Bon, les luttes politiques font que certains se laissent aveugler, mais je crois que tout homme d'État de l'âge, de la classe du président Emmanuel Macron a intérêt à discuter, à rencontrer le président Paul Biya. Alors, revenons un peu sur la relation parfois trouble, c'est le terme que nous avons choisi, entre les deux hommes. On a eu quelques attitudes que l'on pourrait qualifier de malheureuses. Lorsque, par exemple, le chef d'État français a donné la parole à certains individus, en lieu et place des représentations diplomatiques camerounaises qui existent du côté de l'Hexagone, est-ce que tous ces passifs-là, désormais relégués à la poubelle de l'histoire, n'a pas été le vecteur de cette relation un peu tendue entre les deux hommes? Je ne pense pas. Tendu, c'est votre interprétation. Le monde politique évolue, donc je suis arrivé étudiant en France. Oui. C'est le président François Mitterrand qui était aux affaires. Je peux vous dire qu'entre le président Mitterrand et le président Emmanuel Macron, c'est le jour et la nuit. Les deux ont évolué dans des contextes diamétralement opposés. Et donc, et je pense que même ici, chez nous, ce qui fait la force du président Paul Biya, c'est qu'il s'est adapté à l'évolution. À chaque époque, il est parvenu à imprimer sa marque. De son arrivée aux affaires en 82, même avant, il était déjà un peu aux affaires. À nos jours, qu'est-ce qu'il y a eu comme modification? Maintenant, nous avons un environnement socio-économique qui est diamétralement opposé. Et donc, il faut s'adapter. Et je crois que si le président Paul Biya s'adapte ici au Cameroun, il comprend parfaitement ce qui se passe là-bas. Parce que c'est dans la même mouvance. Dans la même mouvance. Les selfies, les réactions instantanées, diffusées dans les réseaux sociaux. Bon, est-ce qu'on pouvait imaginer ça sur le président Mitterrand ou sur le président Chirac? Par contre, le président Macron, il vit avec son temps là-bas. Oui. Et nos adversaires politiques, nos activistes, vos adversaires politiques, c'est mieux. Oui, nos adversaires politiques, ils surfent avec ça. Et donc, je crois que on peut être relativement indulgent parce que le président Macron, bon, il est le président de son temps. Oui, président de son temps. Alors, l'annonce de sa visite a aussitôt fait réagir la classe politique camerounaise. On a vu divers déploiements, on a vu des personnalités politiques de premier rang exprimer clairement leur désirata d'être reçus par le président français. Comment est-ce que vous interprétez toutes ces attitudes de la classe politique camerounaise vis-à-vis d'un chef d'État qui viendrait de l'extérieur, mais qui, dit-on en coulisses, est faiseur de roi? C'est le paradoxe. C'est le paradoxe. Nous avons une relation diplomatique officielle d'État à État avec la France. Donc, c'est le chef de l'État camerounais qui reçoit le chef de l'État français. Tout à fait. Bon. Par contre, il y a
ce complexe d'infériorité, de coloniser, qui voudrait que à chaque fois on pense que la solution vient d'ailleurs, la solution politique. Comme avant l'indépendance, après l'indépendance, même quand on se pleure, même quand on se dit nationaliste, même quand on se dit patriote. Même dans votre cas, on a vu des personnalités politiques faire des selfies. Bon, si c'est dans le cadre de l'amitié, il n'y a pas de problème. Mais il faut effectivement être conscient de la portée d'un certain nombre de démarches. Et est-ce que la démocratie camerounaise, moi je l'ai toujours dit, on l'a fait pour nous-mêmes. Donc c'est à nous de nous entendre sur les règles du jeu et d'accepter les résultats à l'issue de ces règles du jeu. Est-ce que c'est à un dirigeant étranger de servir d'arbitre? Je ne pense pas. Bon, ceux qui se disent patriotes tous les jours, ce sont eux qui sont les premiers à y aller. Ce n'est pas qu'ici, à la moindre mésentente politique, ils écrivent à l'ONU, ils se dénoncent, ils ternissent. Bon, c'est un complexe. Et j'espère qu'avec le temps, nous sortirons de là. Et que ça sera là la véritable indépendance. Nous, on nous critique, nous du RDPC, que nous serions l'héritage du néocolonialisme, des colons, l'UNC, le RDPC. Certains vont même plus loin, estiment que moi, Jean-Baptiste Amvouna Temuge, maire d'Ongoumou, aujourd'hui élu par les populations d'Ongoumou, je serai, parce que je suis militant de RDPC, l'héritier d'Ojoula, que je ne connais pas, avec qui je ne partage aucune idée, aucune idéologie politique. Et je pense que le président Béa, c'est pareil. Et je ne vois pas l'affinité politique qu'il y aurait entre M. Ojoula, non, il était démocrate chrétien, donc l'ancêtre de, j'allais dire, de la droite démocratique, l'ancêtre de l'UDF, donc de François Bayrou. Si M. Ojoula était encore vivant, il serait dans le parti de M. François Bayrou. Des centristes. Centriste chrétien. Voilà. Il y a plusieurs centristes. Mais Bayrou incarne le centrisme au sens c'est pas le centrisme au sens strict. Macron aussi est centriste, mais il n'est pas. Il a des valeurs communes avec Bayrou, mais il n'est pas Bayrou. Il y a plusieurs centres. Le RDPC est un parti qui relève de la social-démocratie. Donc, nous avons des traits communs avec la démocratie chrétienne, mais nous ne sommes pas la démocratie chrétienne parce que nous avons une approche laïque de la vie sociale, de la vie publique. Et cette laïcité est importante. Et donc, ce qui nous rapproche beaucoup plus du centrisme radical, le parti radical, le parti républicain. La démocratie chrétienne n'est pas républicaine. Nous sommes des républicains. Alors, nous ne sommes pas des démocrates chrétiens. Au RDPC. Donc, vous voyez qu'il y a un grand écart entre Ojoula et le RDPC en termes profondément idéologiques. Le MRP, dont M. Ojoula était membre, c'est l'ancêtre qui s'est transformé en UDF en France. C'est la démocratie chrétienne. C'est pour ça que je ne vois pas l'affinité politique qu'il y a entre le président Béa et Ojoula, ou moi-même avec Ojoula. Voilà. Alors, une fois que ces contingences idéologiques sont ainsi clarifiées, Jean-Baptiste Amvouna Atemengue, revenons sur les contenus des échanges entre les deux chefs d'État. Nous avons vu un président Paul Biya, droit dans ses bottes, à l'aise et surtout très au courant des différents positionnements sur la scène politique nationale et même internationale. Mais nous avons aussi vu un président Macron qui s'est
déployé sur certains aspects. Il est revenu par exemple sur l'aspect de la crise anglophone et a présenté comme ça une panacée selon lui qui est la régionalisation. Vous estimez que une introduction aussi poussée dans un domaine qui pourrait être réservé, elle est acceptable en 2022? Bon, le président Macron donne son avis si on lui pose la question. Oui. Mais nous avons des affinités au niveau institutionnel, en grande partie, disons. Parce que nous ne sommes pas seulement d'obédience francophone. C'est pour ça que la diplomatie camerounaise a beaucoup évolué. Au départ, nous n'appartenions ni à la francophonie ni au Commonwealth. Après, on a estimé que les deux entités étaient enrichissantes pour le Cameroun et que cette diversité était une richesse. Nous le pensions déjà, ça fait partie de notre identité. Mais que sur le plan diplomatique, c'était aussi bien de profiter de cette diversité, d'intégrer les deux organisations. Donc, mais en termes d'institutionnalisation, nous avons une partie, en grande partie, nous nous sommes inspirés, je ne veux pas dire copiés, nous sommes inspirés des institutions françaises. Oui. Donc pour des raisons, pas seulement pour des raisons idéologiques, mais en grande partie aussi pour des raisons historiques. C'est-à-dire que la centralisation, nous en avions besoin au sortir de l'indépendance pour assimiler les appartenances tribales, ethniques à une république unie, unifiée, et pour créer une conscience nationale, une idéologie nationale. Oui. Ce qui n'est pas encore achevé, malheureusement. La preuve, nous avons encore des crises identitaires. Mais le parti unique, l'inspiration que nous avons eue des institutions françaises en termes de centralisation relative, mais centralisation quand même, était pour nous une nécessité historique. Donc, le regard qu'un président de la République française peut porter sur l'évolution des institutions au Cameroun, c'est le regard d'un pays ami, oui, dont nous nous sommes beaucoup inspirés, au-delà des liens historiques qui vont de soi. Est-ce que vous n'avez pas estimé à un moment que c'était comme enfoncer une porte ouverte? Autant l'État s'était déjà déployé et s'exprimait avec un ministère exclusivement dédié à la décentralisation. Ce n'est pas le ministère qui fait la décentralisation tout seul. Il faut d'abord que ça soit dans nos esprits, que ça soit une volonté, une option voulue par le peuple, et celui qui le peuple a mis à la tête de l'État. Oui. Et que la décentralisation ne se limite pas qu'à cette volonté. Au-delà de la volonté, c'est une question de distribution de pouvoir et entre individus, entre corporations, donc il y a des résistances, il y a des interrogations, il y a des questionnements. Je vous rappelle que la décentralisation en France, qui demeure inachevée, a commencé sous De Gaulle, qui a perdu un référendum sur cette question, a ensuite forcé d'ailleurs les conseils régionaux en France, au départ, ont été des établissements publics. La constitutionnalisation des conseils régionaux en France est récente. Donc, malgré la loi de 82 qui a officiellement et légalement lancé la décentralisation sous Mitterrand, sous le président Mitterrand, jusqu'à ce jour, il y a eu plusieurs lois, plusieurs évolutions, plusieurs corrections. Donc, c'est un processus qui demande et de la patience, certes, et de la volonté politique, volonté populaire, mais je pense que cet avis peut compter, c'est d'autant plus que le gouvernement français, en tant que maire, je vois ce que la diplomatie française fait pour accompagner ce processus de décentralisation, oui, ou de régionalisation, mais c'est un apport important. D'abord, en termes de méthodologie et un apport important en termes d'accompagnement matériel pour le processus de décentralisation. Moi,
Je le sais parce qu'en tant que maire, je vois ce que cette coopération apporte. Alors, et au ministère de la décentralisation, et à nous tous les maires et les élus des conseils régionaux. Alors, monsieur le maire, beaucoup d'acteurs de la classe politique camerounaise avaient espéré que lors du déroulé de cette visite, le président Macron soit porteur d'un ensemble de désirata aussi hétéroclites les uns que les autres. Beaucoup estimaient, par exemple, que le président Macron aborderait dans le tête-à-tête en compagnie de son homologue camerounais la question de la succession ou de la transition, si vous voulez. Espérer, où est son rôle dedans? Vous êtes quand même au courant qu'il y a une partie de la classe politique camerounaise qui a subodoré que cela pourrait être inscrit d'une façon officielle ou officieuse dans un agenda concernant cette classe politique-là qui espérait justement être reçue par le président français. Nous sommes en démocratie, je pense. Et si il y a des gens qui s'intéressent à la succession, à l'issue du mandat de 7 ans, comme le chef d'État lui-même l'a rappelé, qu'il se prépare à l'élection présidentielle prévue en 2025. Elle est certaine, oui. 2025. Donc, tous ceux qui veulent succéder au chef de l'État peuvent être candidats à cette élection. Vous ne trouvez pas dommageable que la classe politique camerounaise en soit encore aujourd'hui à espérer qu'il y ait une tonalité venue d'ailleurs pour porter les revendications qui sont les leurs? On parle d'un code électoral qu'il faudrait faire avancer, on parle d'une élection à 2 tours, on parle de questions de transition non affinées, mais que dans le marigot politique camerounais, ces questions-là ne s'expriment pas, mais qu'on profite de la visite d'un chef d'État étranger pour essayer de les mettre dans son escarcelle pour que lui puisse les porter au président Paul Biya. J'étais déjà jeune militant quand la démocratie s'est accélérée au Cameroun en 90. Je ne dirais pas qu'elle est née, elle était déjà née. Au sein du RDPC, elle s'est accélérée avec l'instauration du multipartisme. Et à l'époque, il y a eu beaucoup de dégâts. Des Camerounais qui aspiraient au pouvoir et qui pensaient à l'époque que la modalité appropriée, comme on l'a vu ailleurs en Afrique, oui, était une conférence nationale souveraine qui mettrait entre parenthèses les institutions, une sorte de coup d'État, d'assemblée constituante qui remet tout à plat, et on repartait avec une nouvelle équipe probable. Lorsqu'il y a eu le débat sur le grand dialogue récemment, on a senti revenir ces idées. Et le chef de l'État a été clair. Il a dit, nous devons dialoguer, on a des institutions démocratiques déjà, mais nous dialoguons sans mettre entre parenthèses les institutions. Nous avons déjà fait des efforts pour avancer dans cette démocratisation de notre vie politique. Donc, nous n'allons pas mettre ça entre parenthèses. S'il y a des problèmes, nous on discute, on voit ce qu'on améliore. Mais gardons en tête que la souveraineté du peuple s'exerce via le suffrage universel direct pour élire le président de la République et l'Assemblée nationale, ainsi que les autres élus. Est-ce que vous, en tant qu'acteur politique, vous êtes au pouvoir, entre guillemets, via le parti politique qui est le vôtre? Mais est-ce que vous, lorsque vous observez la scène politique camerounaise, vous percevez cet état de statu quo qui est déclamé, présenté ici et là? Beaucoup parlent d'une scène politique à l'agonie, sans projection, sans vision, où l'on étouffe, où les énergies nouvelles sont quasiment mises sous le teignoir et que véritablement l'on ne sait pas où on va et comment est-ce que de quoi est-ce que l'avenir sera fait. Le chef de l'État l'a rappelé qu'il était à 7 ans de mandat, moins 3 ou 4 qui restent. Et donc,
ce mandat, il le doit au suffrage des Camerounais. Vous connaissez le pourcentage. Tout à fait. Voilà. Et ce pourcentage est issu d'un programme, d'une vision. Mais si quelqu'un pense que la politique camerounaise est à l'agonie, qu'il n'y a pas de vision, donc 3 électeurs sur 4 se sont trompés. Je ne sais pas si on les a drogués ou dont ont élu, porté à la tête de l'État, un chef d'État qui ne leur a rien proposé comme vision ou comme programme crédible. Là, c'est que c'est le peuple camerounais qu'on insulte. Donc, pire, aller dire à un chef d'État étranger que mes compatriotes se sont trompés. On ne sait pas s'ils étaient ivres, mais en 2018, ils ont réélu à la tête de l'État quelqu'un qui n'avait pas de vision, qui n'avait aucun programme, qui n'a jamais rien fait pour le Cameroun. Là, c'est insulter. Alors, ces 3 électeurs sur 4 Camerounais. Et c'est m'insulter parce que moi, à l'époque, j'ai fait mon choix. On va pas revenir sur ce qui est dit. J'ai pourcentage en termes d'électeurs par un ECAM, en termes de qui vote, en termes parfois de désamour de la population par rapport aux joutes politiques. C'est un autre débat. Mais Jean-Baptiste Atemengue, nous avons suivi d'autres leaders lors du déroulé de cette visite. Nous avons suivi un certain leader justement évoquer une question qui a pu agiter aussi comme de façon très poussée le landerneau politique camerounais. On a suivi le leader du PCRN, Kabal Libi par exemple, le Parti camerounais pour la réconciliation nationale, qui s'est exprimé au micro d'une de nos confrères de Radio France Internationale sur une approche aussi qui a beaucoup fait réagir, celle d'une succession que l'opposition camerounaise a qualifiée de gré à gré avec l'adoubement du fils aîné du chef de l'État à pouvoir succéder à son père. Et le discours qui a été celui de ce leader est quasiment celui d'une mise en garde que cela n'était pas possible à la démocratie. Est-ce que dénoncer le gré à gré est un programme politique? Ce qu'ils appellent le gré à gré, c'est leur mot. Est-ce que c'est un programme politique? Donc vous allez dire au peuple camerounais en 2025, votez pour ou contre le gré à gré? Moi, je trouve ça assez aberrant. La France est un pays ami, c'est une grande puissance. Oui. On s'en inspire. Mais vraiment, je ne vois pas très bien le rôle qu'aurait un président de la République française aujourd'hui. Pas il y a 30 ans, en 2025. Vous excluez carrément la France dans ce qui pourrait se passer en termes de continuité, de succession, d'alternance? La France va organiser un coup d'État au Cameroun, militaire. La France va organiser quoi pour imposer quelqu'un au Cameroun? Est-ce que la classe politique française, Jean-Baptiste Atemengue, est consciente de cette évolution que vous présentez ici, que la France n'a désormais plus aucun rôle à jouer lorsqu'on parle de pouvoir au Cameroun? Là n'est pas le problème. Là n'est pas le problème. Vous pensez que là n'est pas le problème? Là n'est pas le problème. Le problème, c'est ce que les acteurs politiques camerounais, en bons pères de famille, en patriotes, en nationalistes, proposent au peuple camerounais pour que ce peuple vote pour ou contre leur programme, leur projet. Je crois que c'est très simple. Le reste, c'est de la spéculation et des enfantillages. Personnellement, moi je suis un homme politique local. Je n'ai pas encore été candidat à l'élection présidentielle. Je n'ai même pas encore été candidat à une élection nationale. Mais je ne vois pas pourquoi, si je l'étais, je devrais compter sur le soutien du président de la République française. Je ne vois vraiment pas. Je comprends
Et ça, c'est le complexe. C'est pour ça que c'est tout un paradoxe. C'est pas de la ruse. Ceux qui sont... ce n'est pas de la ruse. Je crois que ce que nous faisons dit ce que nous sommes véritablement. Au-delà des mots. Au-delà des mots. Parce que beaucoup de ces acteurs politiques nationaux qui ont été candidats à l'élection présidentielle ou qui veulent l'être, nous disent tous les jours qu'ils incarnent le patriotisme. Ils prétendent en avoir le monopole. Mais leurs actions, leurs actes m'inquiètent, leurs paroles m'inquiètent. Je ne vois pas véritablement ce que, en dehors du protocole officiel, oui. Mais je ne vois pas pourquoi j'irais pleurnicher devant un président de la République française. Véritable. Et ça, ce n'est pas de la démagogie. C'est pour ça que je pense que le patriotisme, le nationalisme en Afrique, en général, et au Cameroun, nous devons l'interroger. Nous devons l'interroger. Alors, vous avez parlé tout à l'heure d'un aîné qui a été libéré ce soir. Oui, docteur Basile Tandakana. Bon. Je suis au RDPC, jeune militant depuis longtemps. Des aînés comme eux, j'en ai côtoyé, pas intimement, beaucoup. Oui. Mais je ne vois pas pourquoi, si je n'ai pas été à l'école avec quelqu'un, si je n'ai pas d'affinité particulière, j'irai tous les matins prendre le café et regarder des émissions avec un ministre parce que il est ministre. Bon. Et depuis que je suis jeune militant dans les années 90, j'en ai vu beaucoup le faire. À la fin, finir par être rebelle, insulter même ceux qui mangeaient tous les jours. Et c'est le même problème que nous avons dans notre relation avec la France. Je l'ai dit avec certitude et preuve, parce que c'est une histoire que je connais. Les hommes politiques qui ne sont même pas encore au pouvoir, il faut que les Camerounais le sachent, qui vont signer des pré-contrats, qui vont hypothéquer les richesses du sous-sol camerounais contre des armes, contre des soutiens. Si vous me soutenez, j'aurais cessé. On en connaît, on en a vu. Moi, j'en ai vu à Paris. On m'appelle, voilà, il y a Jean-Baptiste, vous connaissez, il y a un leader. Il nous propose, il dit, mais, ah bon? Il vous propose le sous-sol camerounais en contrepartie de votre soutien. Voilà les nationalistes. Et donc, il y a des classes politiques qui estiment encore que ces pays-là ont un rôle à jouer dans l'avenir politique du Cameroun. C'est pour ça que ces gens qui se disent patriotes nationalistes, qui nous disent héritiers d'Ojula, héritiers de ceci, héritiers du néocolonialisme, il faut que les Camerounais sachent exactement ce que c'est que le nationalisme. Le général de Gaulle, c'était un général marginalisé au moment où la France est envahie par l'Allemagne. Marginalisé, un officier bien formé mais marginalisé par ses idées, après avoir été aide de camp du général du maréchal Pétain, mais général 3 étoiles donc dans l'armée française à l'époque, il ne représentait rien dans la hiérarchie, ni dans l'administration, mais qui a eu le courage de se lever, de se rebeller. Et dans cet élan, la première colonie qu'il a conquise, c'était le Cameroun. Nous n'étions pas vraiment une colonie, mais nous étions sous mandat, mais assimilables à la colonie. Et avant de conquérir le Cameroun, il a tenté de conquérir Dakar avec l'aide de la marine britannique. Et arrivé à Dakar, le gouverneur français de Dakar, qui était pétainiste, a ordonné de tirer sur les navires britanniques.
Bon, cette histoire vous dit quoi? Et qu'est-ce que De Gaulle a dit? Il leur a dit, ne réagissez pas, faites demi-tour. Je ne veux pas que les Français fassent la guerre aux Français. Il a fait demi-tour, il est venu plutôt entrer par le Cameroun, ensuite le Tchad avec Félix Eboué. C'est pour dire que le patriotisme interdit d'abord par principe que des frères se fassent la guerre, quelle que soit la raison, quel que soit le motif. Alors, c'est vrai, entre guillemets, que vous... Mais on ne peut pas dire qu'on est patriote et qu'on s'entretue. Que vous présentez aujourd'hui, mais comment est-ce que vous, certainement, je suppose, vous avez vu ces photos de cette rencontre de certains cadors de la scène politique camerounaise qui se sont retrouvés du côté de l'Institut français, dans la salle de réception, en compagnie des députés qui accompagnaient le président Macron. Nous avons certains leaders de formations politiques qui ont pignon sur eux, qui étaient... Une rencontre comme celle-là, dans quel plan, sur quel axe pouvez-vous l'interpréter, vous, en tant qu'acteur politique? Franchement, pour moi, l'idéal pour ce genre de visite, c'est que le chef de l'État, élu par les Camerounais, qui reçoit notre chef de l'État, quand il le reçoit, que à côté de lui, ou dans la salle, lorsqu'il offre le dîner, oui, que les leaders politiques camerounais, qui le reconnaissent comme chef d'État légal et légitime, soient assis. Et rien que là, ces démarches parallèles, ces démarches je trouve ça enfantin. Je trouve ça enfantin et anti-nationaliste. Il n'y avait pas d'enfant dans la salle du français? Non, ce n'est pas la première fois. Personnellement, j'essaie de réfléchir. Si j'étais opposant à un régime au Cameroun, et qu'un président étranger venait au Cameroun, je ne vois pas pourquoi, si le chef de l'État élu ne m'invite pas lorsqu'il le reçoit, je ne vois pas pourquoi je commanderais, je ferais des démarches pour qu'il me reçoive, que je vienne dire que chez moi, ça ne va pas ici, parce que ceci, parce que cela. Je trouve cela pas du tout nationaliste. Merci Jean-Baptiste Atemengue. Nous allons marquer la seconde halte de cette édition de Face à l'actu et revenir tout de suite après pour la poursuite de nos échanges. À tout de suite. Retour sur le plateau de Face à l'actu. Nous sommes toujours en compagnie de notre invité prestige du soir. Il s'agit du maire d'Ongoumou, Jean-Baptiste Atemengue Envouna. Envouna Atemengue. Et avec lui, nous continuons de disséquer la visite en terre camerounaise du président français Emmanuel Macron. Jean-Baptiste Atemengue, l'émission interactive, quelques Camerounais qui nous suivent depuis le début ont tenu à réagir, à nous dire un mot sur ce qui est dit sur ce plateau. Prenons une ou deux avant de revenir dans les échanges. Alors, celle-ci, elle dit ceci. Bonjour à vous et surtout agréable début de week-end. Chapeau à vous, monsieur Atemengue. Je suis très fier du travail que vous abattez au niveau de notre département. Beaucoup reste à faire, certainement, mais nous, jeunesse de cette localité, nous sommes déjà assez satisfaits. James Ondoa, depuis au télé, c'est lui qui a réagi à votre présence sur le plateau. Mais si je suis au télé moi-même, ça doit être... Alors, prenons cette autre réaction. Bonsoir Info TV, bonsoir monsieur le maire. Monsieur Kamto n'a-t-il pas attendu en vain qu'il soit reçu en France pendant 3 mois par Macron ou même par une autorité politique française? Pourquoi pense-t-il avoir cette audience ici au Cameroun? Recherche-t-il sa légitimité auprès de la France? Peine perdue d'avance, la légitimité est acquise auprès des Camerounais. Très bonne émission. Il y a Sainte de Yomaban qui a réagi, Jean-Baptiste Atemengue. On va s'arrêter là pour ne pas perdre le fil du conducteur qui est le nôtre.
Jean-Baptiste Atemanguel, le président français Emmanuel Macron, a abordé divers aspects du développement. Vous, l'élu local, vous vous êtes certainement senti interpellé. Il a parlé de décentralisation, il a parlé d'agriculture, il a évoqué les contraintes liées notamment à la crise russo-ukrainienne qui commence à se faire ressentir sur la vie des populations sur le continent africain et même au Cameroun. Prenons d'abord l'aspect décentralisation qui a été au cœur des échanges avec la jeunesse camerounaise et la société civile du côté du club Noah à Etoudi. Est-ce que vous estimez, quelle est votre perception, vous en tant qu'élu local, de la décentralisation au Cameroun? Alors, je n'y étais pas, mais j'y étais représenté parce que le président des maires, le président des CVUC, Communes et Villes Unies du Cameroun, y était, le maire Tamba de Yaoundé 7. Et effectivement, c'est une démarche que nous avons déjà dans ce cadre des CVUC, sous son impulsion. Nous avons organisé les journées économiques ici, des mairies, et l'agriculture. En tout cas, tout ce qui pouvait concourir à la production des richesses sur nos territoires c'est ça qui était mis en avant. Et la décentralisation a deux volets. Effectivement, le développement des territoires économiques, mais aussi, je pense, l'objectif d'une meilleure allocation des ressources de l'État. Il n'y a pas mieux que le président Paul Biya. Oui. Pour savoir quelles sont les limites de l'État central. Le constat non, j'ai dit le président Paul Biya, c'est pas le président Macron, il est jeune, il ne connaît pas autant. Je ne suis pas sûr qu'il connaît mieux l'État français que le président Paul Biya ici. Donc, ne parlons pas de l'État camerounais parce que c'est le président Paul Biya qui a mis l'État camerounais en place sous le président Amadou Ahidjo. Jusqu'à ce jour, donc, il n'y a pas mieux que lui pour constater les limites. Nous, notre génération, fait le même constat que lui. Dans la mondialisation d'aujourd'hui, la démocratisation, la libéralisation de la vie économique d'aujourd'hui, nous constatons qu'il n'y a pas mieux que les collectivités territoriales décentralisées pour réaliser mieux que l'État central un certain nombre de tâches en vertu du principe de subsidiarité. La subsidiarité veut dire quoi? Veut dire que ce qu'on peut mieux faire à un niveau le plus bas possible, il vaut mieux le faire à ce niveau et ne pas le faire là où on gaspille, où on gère mal les ressources affectées à ce qu'on veut faire. La légitimité de l'État dans nos villages, sur nos territoires aujourd'hui, est remise en cause. Pourquoi? Elle est remise en cause parce que il y a un certain nombre d'actions menées des bureaux des ministères qui ne peuvent pas porter les fruits escomptés parce que ces actions ne seront jamais bien menées. Tout simplement parce que les choix faits ne sont pas toujours bons, le suivi même de la réalisation n'est pas bon. Je ne dis pas que les communes ont tous les outils pour mieux suivre forcément, mais c'est nettement mieux déjà au niveau des communes. On peut améliorer. Et j'ai des exemples. Je vais vous citer un seul exemple. Allez-y. Je vais vous citer un seul exemple. Dans le domaine de la santé. Le ministre de la Santé est venu lancer cette semaine même à Bikok, dans ma commune voisine, une action en faveur de la santé communautaire. C'est quand j'ai été élu maire que j'ai découvert le rôle primordial de ces agents de santé communautaire qui travaillent bénévolement. Je peux vous dire que pendant la période du Covid, ils m'ont plus soutenu, moi maire, impliqué dans la prévention, que les fonctionnaires, agents de santé fonctionnaires, payés par l'État pour les trucs. Donc certains n'étaient même pas présents à l'époque. Ça a évolué en Goumou maintenant. Mais quand je suis arrivé, j'avais un hôpital de district qui avait 30-40 personnels payés par l'État, donc à peine 10 étaient présents tous les jours pour servir les populations. Mais ces agents de santé communautaire m'ont plus aidé alors qu'ils étaient bénévoles. Bon, les centres de santé que l'État a construits à Ngoumou,
il y en a pour au moins 2 milliards avec les maisons d'astreinte. Je peux vous dire que quand je suis arrivé, et jusqu'à présent même encore, c'est encore à peu près ça, ce qui m'a choqué, c'est qu'un citoyen lambda fasse la peinture sur une petite case, investisse moins de 2 millions, 3 millions au centre-ville de Ngoumou, et que ces citoyens reçoivent 10 fois plus de clients, entre guillemets, de malades, que un centre de santé où l'État a mis 100 millions pour construire un bâtiment et où il n'a mis que 8 millions et où il n'y a pas de médecins, parfois même pas d'infirmiers. Donc, c'est ça la mauvaise allocation des ressources. Et je pense que moi, maire, je ne ferai pas la même allocation. Vous comprenez donc que le partenaire français puisse s'intéresser à cette thématique-là en souhaitant vous accompagner au travers de l'agence française de développement qui existe et qui peut-être est présente. Ce n'est qu'un accompagnement technique. Parce que nous sommes un État. Il n'est pas financier aussi, parfois. Et la technique va de pair. Parce que s'il faut former les uns les autres, s'il faut mettre en place de nouveaux outils de gestion, ça coûte et ça demande même aussi un savoir-faire. Je vais vous prendre un exemple, la réforme de la fiscalité locale. Quand vous avez une décentralisation, les CTD sont financés soit par les dotations générale la décentralisation qui reste minable, soit par la fiscalité locale. On ne voit pas beaucoup entendu des 15% qui n'étaient pas déjà accessibles à tous. 15%, ce n'est pas un dogme pour moi. Le problème, c'est qu'il y a des transferts de compétences. L'État utilisait de l'argent pour répondre à ces compétences en vertu du principe d'exclusivité qui est dans la loi. Deux institutions ne peuvent pas faire le même travail. Donc si on a dit que la commune s'occupe de l'éducation primaire, l'argent que l'État dépense pour l'éducation transfère l'État central, je veux dire la commune et l'État aussi, l'argent que l'État central dépense pour ça, il transfère à la CTD qui s'en occupe. Donc ce n'est que ça. Que ça soit 15%, que ça soit par la fiscalité, que ça soit par... C'est l'objectif. En France, la France qui a suivi le même processus, la fiscalité locale finance 70% des charges d'investissement et de fonctionnement des CTD. La dotation 30%. Mais peu importe le quota, mais pourvu que les compétences transférées s'accompagnent des ressources, puisque l'État dépense déjà de l'argent pour faire ça. Mais comme on pense que l'État central le fait moins bien que si on le faisait au niveau local, on prend les ressources qui sont affectés, on transfère. Alors, ça peut même être 60% demain ou 40% quand on va évaluer tout ce qui est transféré. Mais ce n'est pas un problème de pourcentage. Le législateur a fixé un minimum pour essayer de donner un coup de force parce qu'on sent des résistances, il y a des résistances. Mais ce n'est pas ça le problème, ce n'est pas un dogme. Le problème, c'est qu'on a décidé de décentraliser, on transfère ce que l'État dépense aujourd'hui, on le met à la disposition des communes et des conseils régionaux. Alors, vous avez, c'est pas une révélation que vous avez faite, notez la présence du maire Tamba, le président des CVUC camerounaises. Quel est le rapport qui vous a fait au final de cette entrevue collective avec le président français? Y a-t-il eu des annonces fortes de la part du président français vis-à-vis des CTD ou alors on est resté dans les principes qui régissent le fonctionnement et peut-être dans la poussée et les orientations en termes de décentralisation? Bien que je sois le vice-président de la commission des CVUC, commission communication des CVUC, oui. Je n'ai pas encore un rapport précis. Mais le peu que je sais, c'est que le président Tamba a défendu ce qu'il défend depuis qu'il est élu à la tête des CVUC et donc il entre en droite ligne de ce que le contexte mondial aujourd'hui nous recommande, nous impose. C'est que nos territoires produisent, qu'il y ait des agropoles, qu'il y ait une valeur ajoutée qu'on ramène progressivement sur nos territoires pour que nos territoires produisent des richesses sincères dans la mondialisation. D'abord dans l'économie nationale, dans l'économie sous-régionale, dans la mondialisation. Et pour cela, il y a
actuellement un gros travail au niveau des CVUC, parce que les communes sont petites, même les régions sont petites. Il faut s'adapter à l'économie mondialisée aujourd'hui. Donc il faut, pour attirer des finances, des partenariats techniques consistants, il faut vraiment s'unir. Oui. Il faut plusieurs CTD, il faut l'intercommunalité, l'interrégionalité même à la limite, pour que on puisse compétir au niveau international. Je le dis parce que nous avons encore une approche un peu traditionnelle. C'est comme les champs de nos grands-mères, où ils cultivaient sur 1 hectare, il y avait tout, le manioc, le macabo, l'arachide, le maïs, le plantain. On ne peut pas tous faire ça sur nos territoires. Donc il faut se spécialiser, il faut s'harmoniser pour que on ne fasse pas du saupoudrage et que on concentre le maximum de ressources pour développer nos territoires. Alors, Jean-Baptiste Atemangue, nous acheminons tout doucement vers la fin de cette émission. Il nous reste à peine 8 minutes. Nous allons essayer de les consacrer à 2 aspects importants qui ont aussi été retenus par le président français intercamerounaise. Il a abordé un aspect qui est celui de la société civile. Et il a justement invité cette société civile-là, justement, du côté du Club Noir, où il s'est abondamment entretenu avec elle. Il a noté la qualité de la formation camerounaise. Mais l'aspect qui a attiré l'attention de beaucoup d'analystes, c'est cette société civile-là qu'il avait déjà rassemblée du côté de Montpellier. Est-ce que beaucoup estiment que c'était un pari assez osé de prendre comme ça des personnes au Cameroun et d'aller comme ça leur donner des leçons ou alors une vision du monde sans que les dirigeants, les leaders locaux camerounais en l'occurrence n'en soient clairement informés et peut-être mis au parfum de façon précise sur les orientations et les visions qui étaient déployées de ce côté-là. A priori, on n'a pas besoin d'avoir une orientation. Nous sommes en pleine mondialisation et des idées, de l'économie. Bon, c'est un débat. Et les gens peuvent le mener en toute liberté. Le problème, par contre, c'est de préserver, de perpétuer un ensemble d'idées reçues et de préjugés sur nos pays. Bon. Donc il faut faire attention. La société civile, ça n'existe que chez nous. Et elle part du préjugé selon lequel il y avait... Comment ça n'existe que chez nous? Il y en a de l'autre côté aussi. Moi je sais pas ce que la société civile française, c'est quoi? Il y a des syndicats, il y a des leaders d'opinion. On les appelle syndicats, ils existent en tant que tels. La société civile, bon... vous avez suivi un jour le président Macron recevoir la société civile française. Il est démocrate là-bas, élu par le peuple camerounais, mais il a déjà reçu la société civile française. C'est quoi la société civile en France? C'est un concept qui n'existe pas. Oui, il peut aller rencontrer des associations, mais le préjugé selon lequel les pays africains sortent du noir, de la dictature, et que d'ailleurs, surtout quand on a un président qui a été élu durant 40 ans, bon, ça c'est pour certains, avec leurs lunettes déformées, ça c'est la dictature absolue, 40 ans au pouvoir. Mais donc ce qui veut dire qu'il y a une société civile qui est embrigadée, qui est éteinte, qui n'arrive pas à s'exprimer. Il faut la financer pour que la démocratie naisse. Bon, si ça fait vivre quelques-uns, tant mieux. Vous n'êtes pas inquiet de ces idées-là qui pourraient être véhiculées sur des paradigmes qui ne sont pas réellement ceux de la société camerounaise? Je suis en tant que militant, je suis conscient du travail qui reste à faire au Cameroun en matière de démocratisation, en matière d'appropriation des
de l'idée, de l'intérêt général, de la conscience nationale, de construction d'une idéologie nationale qui permettent de nous sortir des appartenances primitives, ethniques et tout ça. Je suis conscient. Les détournements de fonds publics, on en parlait en début d'émission, la corruption, on est conscient. Mais il ne faut pas que nous soyons nous-mêmes auteurs de cette stigmatisation des autres. Oui. Qu'on pense que nous sommes entièrement à part et que vraiment nous sommes dans le noir et que on a besoin d'un père qui vienne nous libérer, qui vienne nous éclairer. Je ne dis pas qu'on ne peut pas s'inspirer de leurs expériences historiques, mais il ne faut pas non plus qu'on se laisse aller dans cet enfantillage, dans ce complexe d'infériorité où la société civile, nous l'instrumentalisons ici. Bon, ça va de soi. En fait, en général, c'est des partis d'opposition en réalité quand on vous dit droits de l'homme ici. Mais tout ça, il faut relativiser. Mon humble avis. Donc, je le dis comme je pense, c'est bien de rencontrer des Camerounais. Nous sommes dans la mondialisation. Il y a même des questions aujourd'hui qui dépassent les États. Donc, qu'un président français vienne débattre avec des jeunes Camerounais ou des Camerounais des problèmes écologiques. L'écologie est mondiale aujourd'hui. Oui. L'agriculture, l'alimentation, c'est mondial. Les pommes économiques, c'est mondial. Donc, d'égal à égal, et on a des intellectuels, là, des universitaires ici, qui peuvent exprimer leurs opinions. Le président français, c'est un intellectuel, c'est un homme politique, il a son opinion. Il y a des idéologies. Quand on en débatte de façon libre et indépendante, il n'y a pas de problème. Mais il ne faut pas non plus céder à la consolidation, ces préjugés qui veulent que vraiment l'Afrique, la société civile se bat, veut se libérer contre des dictateurs, contre des régimes autoritaires, contre des régimes obscurantistes. On aura clairement compris votre position, Jean-Baptiste. Il faut relativiser. Moi, je considère que le président Macron débattait avec des Camerounais des questions d'intérêt général et c'est normal. Nous sortons Jean-Baptiste Atemengue en 2 minutes sur la question internationale. On a senti le président Macron porteur d'une certaine voix, la voix du monde occidental qui justement a peiné et a parlé à un moment d'hypocrisie de certains pays africains qui véritablement n'arrivaient pas à prendre position au sujet de cette invasion russe en Ukraine. Et nous avons de façon sibylline, eu droit à quelques remontrances, entre guillemets, du président français. Est-ce que les réponses qui ont été celles du président Paul Biya vous ont paru satisfaisantes au vu de la réalité géostratégique et géopolitique de l'Afrique aujourd'hui? Je crois que notre chef de l'État a été égal à lui-même. Il a, de façon vraiment avec une pédagogie simple, expliquer ce que les médias commentent depuis des mois. On a renouvelé un accord de défense avec la Russie, alors que ce n'était qu'une opération de routine diplomatique. Bon, il a expliqué et réexpliqué, et c'était une bonne chose. Ce qui veut dire que il n'a pas voulu s'allier ni derrière la Russie, ni derrière ce que vous appelez occidentaux, mais a positionné le Cameroun dans sa lignée, sa tradition diplomatique de non-ingérence, mais d'acteur autant que possible, comme le chef de l'État lui-même l'a dit, autant que possible. Nous ne sommes pas un pays aussi influent que les États-Unis, mais oui, ce que nous pouvons faire, si ça peut concourir à ramener la paix dans ce pays, pourquoi pas. Mais nous n'avons pas à nous aligner derrière tel ou un tel, mais évidemment personne ne peut accepter la guerre. Tout le monde condamne la guerre. Mais maintenant, quand on l'a condamné, il y a eu un processus qui a conduit
la guerre, c'est des drames. Oui. Les Ukrainiens, c'est des êtres humains comme nous. Vous voyez des enfants tués, des femmes tuées, des civils tués, un pays totalement détruit, bombardé, en plein 21e siècle, alors qu'on pensait que cette barbarie avait quitté l'Occident, justement, et que cela se passe en pleine Europe. Qu'est-ce que vous voulez que le président Paul Biya dise? Alors, Jean-Baptiste Atemengue, nous sommes pratiquement à la fin, il nous reste à peine 2 minutes. Alors, je vais vous le demander en un mot comme en mille. Qu'est-ce que vous retenez de cette visite du président français Emmanuel Macron? Utile, salutaire, positive, négative, signifiante? Et je retiendrai d'abord qu'elle était chaleureuse, ce qui est notre tradition d'accueil. Elle était importante dans le contexte économique actuel. Vous voyez ce que nous vivons ces jours-ci, inflation galopante, rareté de certains produits, perturbation des échanges économiques mondiaux. Donc, nous, les Camerounais, les plus faibles surtout, le subissent aujourd'hui. Et donc, nous avons besoin de cette diversité de notre coopération. La France demeure un partenaire économique important pour le Cameroun, en dehors des liens sociaux, culturels que nous avons. Mais l'aspect économique, vraiment, en ce moment, est très important. Et je crois que c'était bien d'en discuter. Ce n'est pas notre seul partenaire économique, mais la France a toujours été à nos côtés dans les moments difficiles, dans les années 90, l'annulation de la dette, reversement de cette dette à des fins de développement de nos territoires, justement des communes et d'un certain nombre de secteurs, notamment l'agriculture. Une bonne partie des fonds du C2D va au développement de cette agriculture. Donc, je crois que c'était opportun et très utile. Bon, vous les journalistes, vous avez beaucoup voulu développer l'aspect politique, succession, gré à gré, tout ça, mais je crois que ça c'était plutôt accessoire. Mais le plus important c'était que à l'entame du mandat du président Macron, que nous soyons les premiers à l'accueillir, que le président Paul Biya soit en tant que grand notable de l'Afrique contemporaine aujourd'hui au pouvoir, qu'il soit le premier à qui il est venu rendre visite pour discuter et des situations sécuritaires dans la région, dans le continent et de cette situation économique qui est assez difficile. Jean-Baptiste Atemengue, mille merci d'avoir répondu favorablement à l'invitation de la grosse équipe de production qui s'occupe justement de mettre en scène ce plateau. La France a toujours été aux côtés du Cameroun dans des moments difficiles et c'est une... Le Cameroun aussi. Le Cameroun aussi. Et... j'ai rappelé tout à l'heure que c'est le Cameroun qui était le premier territoire à rallier de Gaulle en 40. Merci pour le... Il est descendu dans la Mofokono chez nous d'ailleurs. Il était encore colonel Leclerc ici à Nomayos pour prendre possession de Yaoundé. Merci pour le rappel historique, Jean-Baptiste Atemengue. Donc c'est une relation entre deux partenaires qui ne peut que se pérenniser, peut-être se rééquilibrer dans l'espace et dans le temps. Nous avons passé 1h30 en votre compagnie, ce fut un plaisir. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention, merci pour les nombreuses réactions. Nous vous promettons encore de bien meilleurs échanges vendredi prochain lorsqu'il sera 21h à Yaoundé au Cameroun. Restez fidèles au programme d'Info TV qui se poursuivent. Quant à nous, nous nous retrouvons bien évidemment sur la même antenne, mais toujours avec le même plaisir. Excellent début de week-end.